Très curieusement, et ça va vous étonner, le premier livre que j'ai eu entre les mains, c'est Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Alors si j'en parle, c'est parce que ça a été ma première lecture courante, comme on dit à l'école, enfin, comme on le disait quand j'étais enfant. Et ce livre se trouvait dans un endroit complètement incongru, c'est-à-dire dans le salon de la case de mon grand-père, à la campagne, au Morne-Rouge, dans un salon où on avait les fauteuils créoles, les berceuses, la table, le petit guéridon avec un apron, le bouquet de fleurs et un livre à côté. Les gens mettaient un livre sur la table. Cela ne signifiait pas qu'ils étaient des lecteurs, mais ça faisait partie d'une espèce de décor. Et Les Malheurs de Sophie, c'était la fameuse collection rouge et or. Et j'ai avalé ce livre et j'ai découvert qu'avec les mots, on pouvait imaginer ou entrer dans des univers qui n'étaient pas les nôtres. Ça ne signifiait pas que je m'identifiais aux personnages. Tous ces gens-là, Sophie, Madame de Réan, etc., je les sentais vraiment différents. C'était des blancs, c'était dans une autre époque. Mais j'ai été saisie par ça. De sorte que j'ai lu dans mon enfance tous ces livres pour les enfants, l'ensemble de la comtesse de Ségur, des romans qu'on nous faisait lire quand j'étais à l'école primaire, de certains auteurs du 19e siècle comme Georges Sand ou Balzac, qui pouvaient être lus par des jeunes, et en particulier quand je suis entrée au lycée. Malheureusement, c'était la période de la guerre, et il y a des auteurs qui m'ont échappé. Je n'ai pu lire par exemple Alain Fournier ou Saint-Exupéry que quand j'ai commencé mes études supérieures à Lyon. Voilà. Alors là, il y a eu un événement en 1945, je crois, ou en 1950. Ça y est, j'ai oublié le cahier de retour. Je suis en 5e ou en 6e et sors cahier de retour au pays natal. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas lire ça à cette époque. Mais je sais une chose, et cette phrase m'a poursuivie. Les gens qui étaient des gens très simples disaient « c'est un livre qui a été écrit par un nègre qui fait sourire la grammaire française ». Et cette phrase, elle est dans ma tête. Je ne l'oublierai jamais. Donc je n'ai pas lu, je ne l'ai lu qu'au cours de mes études supérieures. Et la chance de ma vie, ce qui a vraiment marqué ma formation, enfin qui a été le début de ma vraie formation, de ma vraie prise de conscience, c'est la rencontre avec Frantz Fanon. Parce que Frantz terminait ses études, venait de faire sa thèse et de sortir cahier de retour, alors que nous étions de la génération qui commençait les études. Frantz était beaucoup plus âgé. Notre nostalgie, nos regrets de l'île, notre incapacité à nous adapter, ça l'agaçait un peu, de telle sorte que le contact n'a pas été vraiment positif, disons-nous. Et quand j'ai trouvé ce livre, quand il nous a parlé de ce livre, que je l'ai acheté en librairie, j'ai encore cet exemplaire de 1952, c'était ça, des éditions du Seuil, j'ai été transformée parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait parler de moi. C'était pas simplement des histoires qui se passaient ailleurs, c'était moi et comment on disait sur moi des choses que je ne connaissais pas ou que je ne voulais pas connaître. Et je crois qu'à partir de là, quelque chose s'est déclenché. Et j'ai passé tout l'été à lire des auteurs dont je ne connaissais pas l'existence auparavant et auxquels ils faisaient allusion, c'est-à-dire les Noirs américains, des gens comme Richard Wright, Claude McKay, etc. Et puis dans l'ambiance autour de moi, j'ai été amenée bien entendu à lire les existentialistes, à lire Simone de Beauvoir, à lire Sartre, et à lire beaucoup les écrivains sous influence soviétique. Je dois le signaler parce que la découverte de gens comme Aragon, comme Simone de Beauvoir, en même temps que les existentialistes et enfin la lecture de Césaire, je crois que tout ça, ça fait une espèce de magma et je n'en suis pas sortie indemne, dirons-nous. Voilà. Et plus tard, il y a eu évidemment toute la littérature antillaise, que ce soit évidemment la littérature de la Martinique, de la Guadeloupe, Césaire, Damas Senghor, bien sûr, la trilogie de la négritude, et puis les écrivains haïtiens et les écrivains latino-américains que je n'ai pas fréquentés suffisamment, et puis les grandes figures féminines de la littérature anglo-saxonne, du 19e siècle en particulier. Voilà.
Donc j'ai eu pendant une période de ma vie, et maintenant ça n'est plus possible parce que avec l'âge et le recul, j'ai eu une vraie boulimie de lecture venue d'un peu partout. Et je crois que ma poésie, elle est peut-être née de ça et ensuite de la rencontre que j'ai faite avec la littérature réunionnaise quand je suis arrivée à La Réunion. Et elle s'est faite de façon curieuse. Comme j'étais comédienne amateur, j'ai été amenée à lire des auteurs réunionnais. Le premier d'entre eux étant Albany. Et même si Albany et le mouvement de créolie ne se superposaient pas vraiment à mon expérience, ils ont été vraiment les déclencheurs de mon écriture poétique. Je suis un rat des villes. Hein. J'aime beaucoup la campagne. J'aurais préféré avoir vécu à la campagne. Mais je suis un rat des villes. Donc j'ai grandi à Fort-de-France dans les années... Je suis née en 1932. J'ai vécu donc dans une période extrêmement intéressante. J'ai vécu dans le quartier des Terres-Saint-Ville, rue Brittmer, en allant vers la mairie, en allant vers l'Alvé, c'est-à-dire vers le début de la rue Brittmer, le début, la partie à partir du moment où on quitte le centre de Fort-de-France. Et mon souvenir, c'est ça, c'est cette grande levée de terre où il y avait des flamboyants qu'on a coupés et on a fait de cette avenue du Général de Gaulle, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant. Mais c'était une avenue avec d'immenses arbres rouges et les voitures allaient de part et d'autre de cette levée de terre. Et j'ai un souvenir précis, j'avais tout juste 3 ans, j'avais fait ma première fugue. J'avais quitté la maison familiale pour traverser l'Alvé, ce qui était possible à cette époque pour un enfant, pour aller rue Louis Blanc, je crois que c'est le nom de la rue, dans ma petite école payée où on m'avait mise et où au début j'avais été extrêmement réticente et où je voulais aller tous les jours. Et quand on m'a dit non, c'est un jour où on ne va pas à l'école, j'ai faussé compagnie à mes parents et je suis allée à l'école. Voilà. Donc, et quand je traverse maintenant l'Alvé, avec toutes les transformations de Fort-de-France, je me souviens de cette aventure-là, ce moment où j'ai traversé la ville. Alors, c'était ce qu'on appelait une espèce de culture de cour, où les gens vivaient dans des ensembles qui étaient faits de petites maisons, presque toujours orientés sur une cour, où les femmes se réunissaient pour papoter, pour coudre, pour chanter, pour s'occuper des enfants, etc. Voilà. Donc c'était quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement... Il y avait une part de ruralité là-dedans et je me souviens surtout de l'ambiance de l'univers féminin parce qu'il y avait beaucoup de femmes, il y avait des tantes, des amies, des cousines, des marraines, etc. Et donc ce sont des bruits, des odeurs et des rires et des chansons qui s'associent pour moi à cette première période de ma vie, disons entre 3 et 6 ans. Ensuite, bon, nous irons vite parce que après il y a eu, je suis allée au lycée, je suis allée à Fort-de-France au lycée, mais la seconde ville qui a compté pour moi, c'est Lyon, où j'ai commencé mes études, où il m'est advenu toutes ces expériences livresques et cette prise de conscience, disons politique, même si elle n'a pas duré. Et Lyon est une ville où j'ai découvert des choses très belles. J'ai découvert l'architecture des pays européens, j'ai découvert les églises, des lieux d'histoire, un très beau théâtre romain qui s'appelle le théâtre de Fauvières. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de terrible. J'ai découvert le racisme que je ne connaissais pas. J'étais trop jeune, j'avais 18 ans quand j'ai quitté la Martinique. Et nous n'avions pas les moyens d'information de maintenant. Il n'y avait pas, très peu de gens avaient la radio chez eux. Je ne lisais pas les journaux, bien sûr, qui ne parlaient pas de cela. Il n'y avait pas de télévision, on ne voyait pas cela au cinéma. Et j'ai été vraiment dans la situation de celui que décrit Fanon, c'est-à-dire j'avais une peau noire et un masque blanc. Et finalement, le masque est tombé. Là, j'ai découvert autre chose. Donc, Lyon, c'est pour moi cette ville-là. Et c'est une ville qui est très belle d'ailleurs, avec cette rencontre de 2 fleuves, le Rhône et la Saône, et puis toute cette arrière. Et c'est aussi, et très curieusement, c'est aussi un pays de fusion, parce que les grands événements culturels, comme par exemple la Renaissance italienne, la Renaissance française, ça s'est passé là. Les grands événements de l'histoire ouvrière, l'histoire des canuts, etc. Ça s'est passé à Lyon. Donc c'est une ville très complexe et qui m'a aussi marquée.
Et puis enfin, il y a eu la ville où j'ai terminé, où j'ai continué, où j'ai poursuivi ma vie et qui est maintenant l'un des pôles de mon existence actuelle, c'est Bordeaux, parce que celui que j'ai épousé, avec qui j'ai eu mes enfants, il est de Bordeaux, il est d'origine catalane, c'est-à-dire que quelque part aussi, il avait tout un travail d'identification à faire. Et Bordeaux, c'est une ville à laquelle la Martinique a été rattachée pendant longtemps, puisque nous n'avions pas d'académie aux Antilles, donc l'Académie des Antilles, c'était Bordeaux. Donc il y avait une majorité d'écrivains, d'étudiants bordelais qui étaient des Antillais. Il y a eu cette ambiance très curieuse de présence africaine qui ne se disait pas. Et puis maintenant, il y a pour moi bien sûr quelque chose d'un petit peu charnel, puisque j'ai une famille, je suis intégrée à une parentèle bordelaise. Et c'est le lieu où je vais quand je ne suis ni à La Réunion, ni aux Antilles, je vais à Bordeaux. Et il s'est trouvé que pour des raisons administratives et personnelles, nous avons dû aller vivre à l'île de La Réunion. Et là, j'ai découvert la troisième ville de ma vie, ou plutôt la quatrième, qui est Saint-Denis de La Réunion. Ce qui est essentiel pour moi dans mes rapports avec la Réunion, c'est que Saint-Denis m'a rendu mon enfance quand je suis arrivée. Le quartier où j'habite, c'est un quartier, comment dirais-je, borderline, si on peut dire. C'est un faubourg finalement, le quartier Saint-Jacques, qui avait quelque chose d'un peu rural dans les années 60. Et j'ai retrouvé là un mode de vie qui était un peu ce que j'avais connu dans mon enfance. C'est-à-dire que ma femme de ménage, qu'on appelle la nénène, qui s'est beaucoup occupée des enfants, elle venait d'une cour, elle traversait la rue, elle venait chez moi. Et le soir, les enfants l'accompagnaient. Donc je retrouvais, en allant avec eux, des femmes qui entretenaient des relations de voisinage, qui cousaient, qui vannaient le riz, qui préparaient la cuisine, exactement comme j'avais vécu ça à Fort-de-France. Et puis petit à petit, et ça j'ai accompagné en quelque sorte l'évolution enfin disons j'ai été témoin, accompagné c'est un bien grand mot, j'ai été témoin de la transformation de la ville de Saint-Denis de ce qu'on appelait le tiers-monde en ville de pays en voie de développement. Transformation des rues, l'invasion automobile, l'incapacité pour les gens de vivre avec le rythme et dans les paysages que j'avais connus dans leur enfance. Je pense que beaucoup de Réunionnais doivent souffrir de ça, parce que maintenant on met les gens dans des HLM, dans des cités, et il s'ensuit tous ces phénomènes qui sont exactement les mêmes que ceux de la France métropolitaine, c'est-à-dire la délinquance, le chômage, etc. et la désespérance d'un peuple. On peut la lire maintenant dans cette ville. Ce qui m'a marqué dans mon enfance, c'est effectivement d'abord cette présence féminine, le rapport avec ma mère, l'arrivée à l'école, la découverte de l'école. Ça m'a terriblement marqué. Parce que le premier jour, j'ai senti ça comme une sorte d'arrachement. On voyait dans un endroit que je ne connaissais pas et je perdais ma mère. Et puis progressivement, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres enfants. Et surtout qu'il y avait une personne qui avait un bâton, une baguette de bambou, qui écrivait à la craie des signes sur un tableau et qui les faisait répéter aux gosses. Et ça m'a charmée tout de suite. Tout ce rituel de la répétition de phrases, répétition des tables de multiplication et tout ça, qui ne me concernait pas parce que nous étions les petits. Et les grands étaient devant et apprenaient la lecture, la récitation, l'arithmétique, etc. Et nous, les petits, qu'est-ce que nous faisions? Puisque nous étions occupés à faire du dessin, nous répétions ce que disaient les grands. Alors j'ai connu comme ça. J'ai répété comme un perroquet les 12 mois de l'année, les 7 jours de la semaine, les 5 parties du monde. Et un jour, mes parents se sont aperçus pendant que je jouais que je répétais inlassablement « Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492 ». Et mes parents n'ont rien compris à ce que je disais, mais pourquoi elle dit ça? Voilà. Et évidemment, la période scolaire a été marquée pour moi par les fêtes. Ça a été interrompue par les fêtes. Ça, c'est très important, les fêtes familiales, qui évidemment correspondent au calendrier liturgique romain, c'est-à-dire Noël surtout, Pâques. Et ça, ce sont des choses qui m'accompagnent toujours. L'image qui m'accompagne beaucoup, qui m'accompagne souvent et qui est toujours présente,
Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas eu beaucoup de contact à cause de son tempérament, de sa façon d'être vis-à-vis de nous. C'est celle de mon grand-père maternel. Alors, mon grand-père maternel était un mulâtre illettré. C'était un paysan, c'était ce qu'on appelait un colon à cette époque. Et qui avait une espèce de, comme beaucoup de mulâtres. Et je ne sais pas si cette mentalité-là subsiste encore chez nous. Il se plaçait à une place particulière dans la hiérarchie sociale et raciale. Et mon grand-père, qui était un petit-fils de Béquet, était extrêmement imbu de sa personne. Ça n'était pas de l'arrogance, c'était une espèce de fierté que je considère comme mal placée. Et c'était quelqu'un qui impressionnait son entourage. D'abord parce qu'il était plus aisé que les gens qui vivaient autour de lui, et parce qu'il avait su tenir une distance telle que les autres le considéraient comme, je ne sais pas comment dire, comme un maître, un propriétaire foncier, enfin, quelqu'un de différent. Et même avec nous, et c'est là qu'il y a cette espèce de faille. J'en souffre beaucoup actuellement, alors que je suis une personne d'un certain âge. Il n'avait pas de contact avec ses petits-enfants, alors qu'il avait tant de choses à nous dire. Et cette chose pathétique de ma vie, j'en parle dans une nouvelle qui est contenue dans un recueil intitulé Camille, qui a été édité par les Bys Rouges, où je raconte comment finalement cet homme à qui il était arrivé des choses assez extraordinaires n'a pas su nous le transmettre. Et donc je vis avec cette espèce de manque du maillon qui aurait pu se constituer entre mon grand-père et moi, alors que maintenant j'ai une, disons, je ne sais pas si on dit un don, enfin j'ai une volonté d'écrire et de fixer les choses, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas tout reçu. Je n'ai reçu les choses que par bribes. Quand je suis arrivée à La Réunion, j'avais déjà écrit, comme tous les jeunes, j'avais écrit des poèmes. Certains d'entre eux se retrouvent dans les anciens journaux, dans les journaux du lycée Schellcher des années 50. Et bon, alors c'était des choses très parnassiennes, très sous l'influence de gens comme Verlaine, etc. Je sentais que j'avais cette possibilité-là, mais je n'avais pas creusé. C'est arrivé, comme je le dis précédemment, c'est arrivé à La Réunion. Le contact avec la création réunionnaise à une époque où il y a eu une sorte de bouillonnement dans les années 80, ça a suscité, ça a vraiment confirmé ma vocation et ça m'a appelée. Donc j'ai commencé à écrire des poèmes, dont certains recueils ont été publiés à La Réunion. Et puis il s'est passé une chose, c'est que beaucoup de gens me disaient, la poésie dérange toujours un peu, d'abord parce que la mienne est, paraît-il, difficile. Et beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu n'écris pas un roman? Tu sais des choses, tu as vécu des choses, tu as déjà un certain âge, tu pourrais faire part de ton expérience. Et l'événement déclencheur, je ne voulais pas au début, puis l'événement déclencheur a été la mort de mon compagnon. Et tout d'un coup, c'est arrivé. Et très curieusement, c'est arrivé dans un endroit tout à fait imprévu, c'est arrivé à Avignon. C'est à Avignon que j'ai vraiment pris la décision d'écrire un roman, et c'est pourquoi le roman s'intitule « La lettre d'Avignon ». Alors je me suis trouvée devant un vide, je me suis dit, tu n'as jamais écrit, tu n'as jamais essayé d'écrire en prose, comment tu vas faire? J'avais préparé l'agrégation, j'avais su qu'il y avait des techniques littéraires, et moi ça m'embêtait, je n'avais pas envie d'entrer dans des problèmes de forme, de structure et tout ça. Et alors j'ai triché un peu, je me suis dit, bon, je vais écrire une lettre. La lettre, le roman est une lettre. C'est une lettre que quelqu'un qui est à Avignon écrit à une personne qu'elle attend. Voilà. Donc cette lettre, c'est l'occasion de parler bien sûr de leur relation qui ressemble un peu à une relation amoureuse, et puis en même temps de faire une sorte de comment peut-on dire ça, une révision, un rappel des choses qu'elle a vécues, des expériences qu'elle a vécues, des choix qu'elle a dû faire. Et de telle sorte que cette lettre, que je n'ai pas voulu autobiographique, je ne voulais pas faire une autobiographie, je ne voulais pas qu'on dise un tel c'est un tel, telle expérience c'est ça et ça. Je me suis servi de ma vie et j'ai écrit l'histoire d'une personne. Et alors dans cette lettre, pour faire progresser le récit, j'introduis d'autres lettres qui ont été censées être écrites
qui sont censées être écrites à des périodes différentes, qui sont de moi, qui sont d'autres personnes. J'interromps le récit pour faire le point sur mes pensées concernant le roman, l'écriture, la négritude, fait tout l'engagement, toutes les questions qui nous travaillent à cette époque, à notre époque, surtout quand on écrit. Et je les fais soit sous forme d'essai, soit sous forme d'échange entre des personnes. Voilà. Et j'y ai même mis des poèmes. De telle sorte que c'était un vrai salmigondi. Et évidemment, inutile de vous dire que c'est un flop. Le roman a été écrit. Beaucoup de gens le lisent avec intérêt. Il y a même des universitaires qui m'en ont parlé, qui m'ont dit, bon, c'est pas un produit littéraire, ça ne se vendra pas. Et je me suis dit, tant pis, il est là, il existe. Donc, la lettre d'Avignon, c'est une composition très, très baroque. Et finalement, j'ai pris ce risque au lieu d'essayer de construire un texte narratif qui m'aurait donné des chances d'être lu par le plus grand nombre. Ça, c'est un terme qui me crispe un peu, qui crée en moi une crispation. C'est que d'abord, je n'aime pas Je pense que c'est un terme qui a été créé pour nous désigner. Ce n'est pas nous qui disons que nous sommes insulaires. On nous a désignés comme étant insulaires. Et ça, et nous nous efforçons de coïncider avec le portrait qui est tracé de l'insulaire. C'est un peu la même chose que pour l'exotisme. Nous sommes exotiques et nous le disons, ce qui est complètement ridicule parce que l'exotisme, l'exote, c'est celui qui est ailleurs. Hein? Voilà. Donc, je refuse le terme d'insularité qui me désigne parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que j'aime pas tous ces mots, tous ces substantifs abstraits, tous ces concepts qui sont des concepts qui servent à nommer des concepts qui essentialisent. Voilà. La négritude, l'insularité, je sais pas moi, l'identité ci, l'identité ça. Je pense que le mot insularité me gêne. Parce que c'est un de ces termes de sociologues ou d'historiens, etc., ou de littéraires, qui ont servi à désigner les gens des îles. C'est-à-dire qu'une fois encore, on s'est mis à notre place, on a parlé pour nous. On me dit que je suis insulaire, mais je n'en sais rien finalement. Je suis née dans une île, c'est ce que je sais. Je vis dans des îles et bon. On ne dit pas aux gens qui habitent l'île de la Cité à Paris qu'ils sont des insulaires. Donc je ne crois pas qu'il suffit d'être né dans une île pour être insulaire. Ce mot me gêne. Voilà. Et du coup, chacun se croit tenu de coïncider avec l'image de l'insularité qui est donnée de l'extérieur. Mais ce qui me gêne le plus encore, c'est que l'insularité comme négritude, comme identité ci, identité caraïbe, identité, etc., même métissage à la limite, ce sont des termes qui, au singulier, renvoient à des concepts qui essentialisent. C'est-à-dire qu'on est de la négritude, on est de la celtitude, on est d'autre chose. Et dans cette façon de camper dans un être, on exclut le reste. Or, nous vivons dans un monde où progressivement, d'abord les gens coïncident, les gens se rencontrent, les gens voyagent, les gens se marient alors qu'ils sont différents, ils vont habiter les uns chez les autres, ils sont appelés par la culture ou par l'histoire des uns et des autres. Et donc les gens se découvrent à cette occasion-là multiples. Et puis les progrès des différentes sciences, et même les progrès de la pensée elle-même, des techniques de pensée, nous montrent bien que les hommes ont toujours bougé, que l'homme a toujours été, pour reprendre un mot que j'aime beaucoup, et qui vient de Montaigne, qui est un auteur avec qui j'entretiens une relation toute particulière. Montaigne dit « Je suis un homme mêlé ». Montaigne dit ça dans les essais. Et il dit, quand je vais à l'étranger, je me jette aux tables les plus épaisses des étrangers. Je ne veux pas être avec les Français. Parce que c'est là que j'apprends quelque chose. Autrement dit, on se découvre différent et mêlé, on se découvre multiforme lorsqu'on sait s'ouvrir sur le monde extérieur et voir que toute l'histoire, toute la géographie est faite de gens qui ne sont jamais restés sur place. Nous avons une sensation d'immobilité, mais c'est faux. Les gens ont toujours bougé. Il y avait ceux qui restaient, mais il y avait ceux qui partaient, qui revenaient. Et ceux qui revenaient apportaient des choses qui, d'étrangères, finissaient par être assimilées et à s'intégrer à la personnalité de chacun ou de toute une civilisation. Donc je refuse l'insularité.
Je peux parler des insularités, des insulaires, je peux parler des négritudes, je peux parler des identités, mais je ne veux pas parler d'un mot au singulier comme ça. Je refuse. Je suis de partout. Voilà.